Horizon explose dans le golfe du Mexique. 780 millions de litres de pétrole se déversent dans l'océan, entraînant l'une des plus graves catastrophes écologiques de l'histoire. La cause du désastre, un forage à grande profondeur qui a mal tourné. Notre soif de pétrole causera-t-elle notre perte? Nous vivons encore dans un monde d'abondance énergétique. Nos villes en témoignent, éclairées comme en plein jour. Le pétrole, emblème de notre époque, a été le moteur de notre civilisation, de notre prospérité et de notre mobilité. Nous consommons chaque jour près de 14 milliards de litres du précieux liquide. En quelques générations, l'humanité est tombée dans une dépendance qui pourrait aujourd'hui lui être fatale. Le carburant et les engrais, piliers de notre agriculture moderne, sont des produits dérivés du pétrole et du gaz naturel. Et ce n'est pas tout. Matières plastiques, vêtements, cosmétiques, les énergies fossiles sont omniprésentes. Or, de nombreux scientifiques prédisent l'épuisement à court terme des réserves de pétrole. Est-ce une course perdue d'avance? Tout en investissant des milliards dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, les grands groupes ne se prononcent pas sur la date de l'épuisement des ressources pétrolières. Houston, au Texas. Matt Simmons, décédé en août 2010, a créé ici une banque d'investissement spécialisée dans les technologies pétrolières. Il n'y a aucune transparence. On ignore combien produisent vraiment les 100 ou les 200 plus grands gisements de pétrole de la planète. Sur les 4000 champs pétroliers en activité aujourd'hui, 120 assurent la moitié de la production de brut mondiale. Ces gisements géants ne sont toutefois pas répartis également dans le monde. De plus, ils sont exploités sans discontinuer depuis plus de 40 ans et commencent à s'épuiser. La découverte de nouveaux gisements est donc cruciale pour notre avenir. Les scientifiques ne sont pas les seuls à s'interroger sur les réserves d'or noir de notre planète. La question préoccupe aussi les responsables politiques et les économistes. Pour la première fois en 2008, l'Agence internationale de l'énergie, basée à Paris, a analysé la production et le potentiel de chacun des grands gisements de la planète. Nous avons étudié 800 champs pétrolifères dans le monde entier. La production des gisements existants connaît un déclin impressionnant, de l'ordre de 6,7%. Il faudrait trouver 5 millions de barils par jour en plus chaque année pour combler ce déficit. C'est énorme. Ça équivaut à la production de l'Iran ou de l'Irak. Voilà notre constat. Si les chiffres de l'agence sont exacts, l'âge d'or du pétrole est déjà derrière nous. C'est pourquoi la recherche se concentre sur les techniques permettant d'exploiter plus efficacement les gisements connus. Nous sommes dans le nord-est de l'Autriche. Jusqu'aux années 1960, le pays était autosuffisant en matière de pétrole. Mais de nos jours, les puits de pétrole du bassin de Vienne ne couvrent plus que 13% de la demande nationale. OMV, la grande compagnie autrichienne d'hydrocarbures, extrait désormais du pétrole et du gaz à 6000 mètres sous le sol. Ces forages, à grande profondeur, ne sont rentables que dans un contexte de prix élevé de l'énergie. Pour manœuvrer la tête de forage sur une telle distance, il a fallu assembler plus de 200 tiges de forage. On a foré sur 22 cm, jusqu'à 6017 mètres de profondeur. Il a fallu poser et cimenter les conduites. On en a perdu quelques-unes. L'opération est délicate. Certaines conduites se sont coincées dans les couches rocheuses plus ou moins dures. Le chef foreur sélectionne la tête de forage la plus adaptée pour la prochaine étape. L'équipe redémarre prudemment les machines. L'interminable tige de forage pèse 60 tonnes et met le matériel à rude épreuve. Chaque forage représente un pari de plusieurs millions d'euros. Au centre de recherche d'OMV, le géologue Philipp Strauss analyse les données relatives au sous-sol pour contrôler le processus de forage. Le forage, c'est le test suprême. Cela revient à 10 ou 20 millions d'euros, et c'est à ce prix-là que je peux vérifier si mes calculs sont exacts. Le profil sismique du sous-sol révèle d'anciens reliefs montagneux ensevelis depuis des millions d'années. Selon les géologues, il pourrait receler des réserves de pétrole et de gaz naturel.
C'est à 3000 mètres? Entre 3 et 3500. On pense que c'est une couche poreuse, perméable, peut-être des roches pétrolifères. Chaque forage nécessite une stratégie particulière. On peut forer à 5000 ou 5500, c'est selon. On risque d'avoir un souci de charge de traction. Ça peut poser problème pour la garniture d'étanchéité. La réussite d'un forage n'est jamais garantie. En moyenne, un Européen consomme 6 fois plus de pétrole qu'un Indien ou un Chinois. Si l'Asie adopte nos niveaux de consommation, la demande mondiale augmentera encore de 50%. Le pétrole, c'est aussi l'alimentation. Depuis les années 50, la population de la planète a doublé. Grâce aux engrais, aux véhicules agricoles et à la mécanisation, les récoltes ont pu être multipliées par 3,5. Privée de pétrole, l'agro-industrie actuelle ne pourrait subvenir aux besoins de tous. Sans parler des flottes de pêche commerciales qui ne peuvent plus se passer de leur précieux diesel. Dans les 20 ans à venir, il faudrait que la production passe de 85 à 120 millions de barils de pétrole par jour. Mais ce n'est pas réaliste. On sait qu'on n'y arrivera pas. Les débuts de la prospection pétrolière à visée commerciale remontent au début du XXe siècle. D'anciens bassins maritimes révèlent de vastes gisements. Des restes d'algues et de plancton se sont amassés là sur plusieurs millions d'années. Puis une couche d'argile et de sable a recouvert ces matériaux organiques, les préservant de l'oxydation. La chaleur et la pression ont peu à peu transformé ces débris en nappes de pétrole et de gaz. Les hydrocarbures, moins lourds que l'eau, sont ensuite lentement remontés jusqu'à ce qu'ils rencontrent une roche imperméable. Là, ils se sont accumulés en grande quantité. Mais à ce jour, aucune technique ne permet de savoir avec certitude où se trouvent ces gisements. À Berlin, le géologue Wolfgang Kissling étudie depuis de longues années les récifs anciens. La présence d'animaux pétrifiés et de microfossiles révèle les zones où vivaient autrefois une flore et une faune abondantes. Les formations coralliennes anciennes, très poreuses, ont constitué d'excellents réservoirs à hydrocarbures. Au fil de l'évolution géologique, elles ont emmagasiné le pétrole qui cheminait vers la surface. Voici des fragments d'algues rouges. Là, on peut encore identifier les foraminifères. Les récifs de plusieurs kilomètres de haut n'ont pu voir le jour qu'aux endroits où le plancher marin s'est peu à peu enfoncé, tandis que les formations coralliennes continuaient de croître vers la surface de l'eau. Cette couleur bleue indique les zones poreuses. Tout cela, c'était autrefois des coraux. On voit que les pores correspondent parfaitement. 1/5 du pétrole de la planète a été trouvé dans les anciens bancs de corail ensevelis en profondeur. Mais la position géographique de ces récifs a évolué en raison des mouvements dus à la tectonique des plaques. Dans ces conditions, la localisation des gisements de pétrole revient un peu à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a ce rectangle-là, et le sud de la Chine, mais c'est autre chose. Cette région-là est très intéressante. L'Asie du Sud-Est pourrait receler de nouvelles réserves, mais à ce jour, c'est le golfe Persique qui détient la majorité des gisements. Entre le sud du sultanat d'Oman et la province de Kirkouk, dans le nord de l'Irak, tous les grands gisements du Moyen-Orient se trouvent dans cette zone. Mais justement, on trouve très peu de structures récifales dans cette région. Le pétrole s'est accumulé dans des couches profondes de sable et de calcaire, à la jonction de différentes plaques tectoniques. En 70 ans, on a trouvé peu de gisements importants ailleurs dans le monde. Bien que les méthodes permettant de découvrir de nouvelles réserves se soient améliorées depuis un siècle, les géologues sont encore loin de pouvoir prédire leur emplacement avec certitude. 1/10 seulement des forages de prospection sont couronnés de succès. Ensuite, il s'écoule en moyenne une dizaine d'années entre la phase d'exploration et le début de l'extraction. Mais l'humanité n'a pas encore trouvé d'autres matières premières aussi riches en énergie et faciles à transporter. Privée d'or noir, l'économie mondiale s'effondrerait. Aujourd'hui, nous consommons environ 86 millions de barils par jour, et ce chiffre pourrait encore augmenter de 20% d'ici 20 ans. Mais où trouver ces indispensables réserves supplémentaires ? Pour pallier le déclin actuel, il nous faudrait déjà 4 Arabies Saoudites. Est-ce qu'on les a? C'est toute la question. L'Arabie Saoudite est le premier pays pétrolier du monde. Il y a 80 ans, il n'y avait pratiquement pas de route ici. De nos jours, tradition et modernité cohabitent.
Sous ces milliers de kilomètres d'asphalte qui sillonnent le désert se cache Ghawar, le plus grand gisement connu au monde. Découvert en 1948, il s'étend sur 280 km. L'Arabie Saoudite affirme pouvoir satisfaire la demande mondiale pendant encore 70 ans. Mais aucun organisme indépendant n'est en mesure de vérifier cette affirmation. Des satellites acheminent en permanence toutes les données concernant la production de pétrole jusqu'au centre de recherche de Saudi Aramco, la première compagnie pétrolière mondiale. Là, une équipe internationale travaille à la mise en valeur de nouveaux champs. Nous pouvons optimiser l'exploitation de nos réserves de pétrole et de gaz. Les forages horizontaux sont plus intéressants que les forages verticaux. Autrefois, il suffisait de forer à la verticale dans le sol. Désormais, les nappes de pétrole, ici en vert, sont tellement minces que l'on préfère creuser un trou en L afin d'exploiter au mieux le moindre petit gisement. Le pôle technologique du groupe à Dharan pilote à distance des forages très précis, à plusieurs milliers de mètres de profondeur et à l'horizontale, dans la couche de pétrole. Celle-ci n'a que quelques mètres d'épaisseur, rien à voir avec le gisement de Ghawar, qui s'étale lui sur une hauteur 100 fois plus importante. Pendant longtemps, les gisements saoudiens étaient réputés pour l'épaisseur de leur couche pétrolifère. Mais de nombreux champs exploités depuis plusieurs décennies partagent désormais le même destin. La pression naturelle et les pompes ne suffisent plus à faire remonter le pétrole à la surface. Il faut augmenter la pression. Quelle est la meilleure façon de le faire au moindre coût? On creuse des puits sur le pourtour du gisement et on y injecte de l'eau. Elle descend dans le sous-sol et augmente la pression. Si bien que les puits au centre du gisement vont atteindre la pression nécessaire à l'évacuation du pétrole. La méthode est séduisante. Voici la calotte de gaz et le pétrole qui reste en dessous. Il y a eu une venue d'eau inattendue au fond. L'injection de gaz a donc été arrêtée en 2001. Et on a commencé à introduire de l'eau dans la calotte de gaz pour maintenir la pression. Saudi Aramco a décidé de tenter l'expérience. L'injection d'eau était une technique radicalement nouvelle. Mais les formations rocheuses souterraines n'ont pas toute la même perméabilité. Lorsque l'eau rencontre des failles, elle s'y engouffre et passe à côté du pétrole, plus visqueux. L'eau circule dans le puits de pétrole et remonte par les pompes. Injecter de l'eau pour extraire de l'eau, ce n'est pas très rentable. En Autriche, on a aussi recours à la technique de l'injection d'eau pour exploiter les dernières réserves de pétrole. L'eau est recueillie ensuite pour être filtrée et contrôlée. Le pétrole flotte à sa surface et peut donc être récupéré relativement facilement. La proportion d'eau dans le mélange peut monter jusqu'à 92% en Autriche. Au-delà de 98%, l'extraction n'est plus rentable. On voit très bien qu'il reste encore pas mal de pétrole résiduel dans l'eau. Notre station est chargée de filtrer entièrement ces résidus. Lorsque la proportion d'eau augmente, c'est un signe que le gisement arrive en fin de vie. Ce n'est la faute de personne. C'est un problème qui touche le monde entier. L'exploration de nouveaux gisements nécessite des investissements de plus en plus massifs. C'est pourquoi la recherche s'attache avant tout à optimiser l'exploitation des réserves connues. Au centre technologique de Shell, près de La Haye, Matthias Bichsel et son équipe de chercheurs travaillent à l'élaboration de technologies permettant d'accroître les volumes de production partout dans le monde. En moyenne, le taux de récupération du pétrole est de 35% dans l'ensemble des gisements de la planète. 65% du pétrole reste donc dans le sous-sol. En collaboration avec PDO, la compagnie pétrolière nationale du Sultanat d'Oman, Shell a mis au point une nouvelle substance, une solution de polymère qui augmente la viscosité de l'eau et améliore le taux de récupération du pétrole dans les couches rocheuses. Ça permet d'extraire plus de pétrole des pores de la roche. La fabrication de ces polymères est une opération coûteuse, car il y a pétrole et pétrole. La précieuse matière première n'a pas la même consistance selon les gisements et chaque champ pétrolifère demande ainsi une solution adaptée. Un agent tensioactif est ajouté au polymère pour réduire l'adhérence du pétrole à la roche. De nombreux tests sont menés en amont afin de réduire le risque économique. En effet, l'injection du mélange coûte plus d'1 million d'euros par jour. L'équipe saura bientôt si les résultats sont à la hauteur de ses espérances. Au
sultanat d'Oman, l'injection de polymère à grande échelle a commencé en février 2010. Si la méthode s'avère fructueuse, il s'agirait d'un pas en avant capital pour faire face à la demande croissante de pétrole. Avec cette solution de polymère et de tensioactif, on pense que pour ce gisement précis, on va accroître le facteur de récupération de 10, 15, voire 20%. C'est parfait. Il suffirait d'augmenter la production mondiale d'1% pour assurer 3 ans d'approvisionnement supplémentaire à la planète. Le problème, c'est qu'il faut composer un mélange sur mesure pour chaque réservoir, en fonction notamment des conditions de température. Mais puisque le procédé est encore expérimental, il faut continuer à investir dans la découverte de nouvelles réserves de pétrole. Voilà des années que les multinationales ne parviennent plus à obtenir de concessions pour forer dans les grands pays pétroliers. Désormais, elles se tournent donc vers les fonds marins. La technique utilisée repose sur des canons à air comprimé. Ils envoient dans l'eau un jet d'air comprimé qui produit une impulsion sonore très intense. L'onde est réfléchie par le fond marin plusieurs milliers de mètres plus bas, puis enregistrée par des capteurs sonores. Ceci permet de mettre en évidence la structure géologique du fond marin et d'en déduire la présence d'éventuels gisements d'hydrocarbures. Et tant pis si ces ondes sonores représentent une nuisance énorme pour la faune sous-marine. Cette technique permet de dresser peu à peu une carte de ces gisements d'hydrocarbures cachés. À Hanovre, en Allemagne, les chercheurs de l'Institut fédéral des sciences de la Terre et des matières premières ont recueilli au fil des ans de précieuses données. Ils s'intéressent aux régions dans lesquelles aucune compagnie pétrolière commerciale ne prend le risque de faire des recherches. L'amplitude de la courbe provient sans doute du fait que les sédiments renferment du gaz naturel ou du pétrole. La question qui se pose, c'est celle de l'origine de ces hydrocarbures. On a un bassin sous-marin très profond, à 5 ou 6 000 mètres, où les hydrocarbures auraient pu se former. Ils seraient ensuite remontés par là, se seraient peut-être trouvés piégés dans les récifs ou se seraient mêlés aux sédiments. Ils se trouveraient dans cette zone. La découverte de nouvelles réserves de pétrole nécessite des moyens toujours plus pointus et onéreux. Désormais, les océans polaires attirent eux aussi les convoitises. Avant toute chose, il faut commencer par prouver la présence d'hydrocarbures là-bas. Et techniquement, c'est très compliqué. Nul ne sait encore quelle quantité de pétrole se cache dans l'Arctique. En outre, les technologies permettant d'extraire l'or noir dans ces conditions extrêmes sont encore loin d'être sûres. L'exploitation commerciale du pétrole de l'Arctique n'est pas pour demain. Sans compter qu'un accident sous ces latitudes aurait des conséquences désastreuses. En attendant, la prospection marine va donc de plus en plus loin. À plus de 300 km des côtes du Texas, dans le golfe du Mexique, trône l'énorme plateforme pétrolière de Perdido. Au moment de notre tournage, les forages sont presque opérationnels. Perdido est un projet d'une envergure inédite. La tête de forage doit descendre à près de 3000 mètres de profondeur pour creuser un sol de roche dure sur près d'1 kilomètre. Dale Snyder, responsable technique, contrôle la dernière tranche des travaux. Chaque étape est vérifiée car la moindre erreur pourrait être dramatique. Le tuyau principal descend à 4270 mètres. Près de 4500 donc. C'est ça. En amont, c'est la géologue Mfon Udofia qui a étudié le profil sismique du sous-sol depuis La Haye. À 2000 mètres sous le niveau de la mer, on rencontre la haute chaîne de montagnes sous-marines de Perdido, qui a donné son nom à la plateforme. Les couches pétrolifères sont bien visibles. Il pourrait y avoir du gaz ou du pétrole ici. La couleur rouge indique la présence potentielle d'hydrocarbures. On voit comment le pétrole remonte dans le réservoir. C'est fantastique. La capacité de construire des structures sur les fonds océaniques nous a permis d'accéder au grand fond. Perdido est à ce jour le forage offshore le plus profond au monde. En janvier 2010, après 14 ans de travaux, la plateforme est opérationnelle. Nous sommes à 3 mois de l'explosion de Deepwater Horizon. Les deux installations utilisent les mêmes structures sous-marines. Aucun ingénieur n'est en mesure de garantir à 100% leur bon fonctionnement à une température proche de 0 degré et sous une pression extrême.
Les différents points de forage sont reliés par un réseau de conduites qui forment une sorte de ville sous-marine. En cas de problème, cependant, il n'existe aucune technologie permettant de remédier à une situation d'urgence à une telle profondeur. Retour sur la plateforme où l'on s'apprête à descendre un robot sous-marin. Dale Snyder contrôle à distance le raccordement des conduites. Chaque étape est suivie par caméra interposée. Une plongée dans un univers que l'œil humain n'a jamais l'occasion de contempler. Au fond de la mer, une série de points de jonction permettent le raccordement des pipelines provenant de différents trous de forage. Des techniques toujours plus sophistiquées pour accéder à des profondeurs inédites. Pour relier Perdido au réseau de pipeline du golfe du Mexique, à 120 km de là, les ingénieurs doivent piloter la pose de conduite dans des conditions extrêmes, entre dorsale océanique et vallée sous-marine. La plateforme a été conçue pour produire 100 000 barils de pétrole par jour. Perdido représente un record de profondeur. Le golfe du Mexique a déjà subi pas moins de 35 000 forages, sans incident majeur jusqu'en 2010. Mais quelques mois après notre tournage, le danger des forages en eau profonde va éclater au grand jour. Le 20 avril 2010, une explosion se produit sur la plateforme Deepwater Horizon. 115 personnes sont évacuées, 11 autres y laissent la vie, tandis que la structure coule. C'est la plus grave catastrophe pétrolière de l'histoire des États-Unis. Il faudra 3 mois pour colmater la fuite à 1500 mètres sous l'eau. Environ 780 millions de litres de brut s'écoulent dans l'océan de façon complètement incontrôlée. Deepwater Horizon ne présentait officiellement aucun risque de sécurité. Son équipage avait déjà réalisé un forage à près de 10 000 mètres. En avril 2010, il s'agit d'atteindre un gisement où la pression est très forte, celui de Macondo, à 5700 mètres de profondeur. Mais rien ne se passe comme prévu, comme le relate Doug Brown, chef mécanicien de la plateforme. Ce forage a été un cauchemar absolu, dès le départ. En octobre 2009, quand un premier forage a été tenté, c'est l'ouragan Ida qui est venu perturber les opérations. Après 40 jours de travail, l'équipe a dû abandonner. Le forage de ce puits ne devait pas prendre plus de 90 jours en tout. Avec tous les problèmes qu'on a rencontrés, on a pris beaucoup de retard sur le planning. Ça coûtait des millions de dollars à BP. Oui, je suis certain que ça se comptait en millions. Autant dire qu'ils étaient très pressés de terminer le forage. Le fonctionnement de la plateforme revient à un demi-million de dollars par jour. Une lourde pression pèse sur l'encadrement et l'équipage. Quand on va trop vite, comme ça a été le cas, les couches souterraines où l'on fore se fissurent. À partir de là, les fluides ou bouts de forage peuvent s'infiltrer dans ces craquelures et s'échapper à l'extérieur. J'ai assisté à pas mal d'incidents, à de nombreuses fuites de gaz dans des puits, mais les pertes n'allaient jamais au-delà de 1000 unités. Sur ce forage, on a atteint à plusieurs reprises les 3000 unités. Je n'avais jamais vu une chose pareille de toute ma carrière. Le forage ne s'enfonce pas tout à fait à la verticale dans le sol. Il faut utiliser des centreurs pour guider la tige de forage. Le sous-traitant de BP a recommandé d'en poser 21, mais le groupe choisit de réduire ce nombre à 6. Plus tard, le ciment injecté pour consolider le forage ne peut donc pas atteindre tous les interstices. Un test aurait pu permettre de s'en apercevoir, mais faute de temps, il n'est pas réalisé. Ils n'ont pas tenu compte d'un grand nombre de dysfonctionnements. Tout ça pour économiser de l'argent. 10 heures plus tard, lorsque le pétrole commence à remonter, on tente de stopper l'hémorragie en activant une valve géante pour refermer le puits. Mais celle-ci n'est pas assez résistante et comprime les conduites sans arrêter le flux. Pétrole et gaz jaillissent désormais du trou de forage non sécurisé et provoquent l'explosion de la plateforme. 2 mois plus tard,
malgré des actions d'une ampleur sans précédent, la nappe de pétrole atteint la taille du Portugal. Des récupérateurs ont permis d'en capter une petite partie et des opérations de brûlage contrôlées ont dispersé 40 millions de litres dans l'atmosphère. Mais il faut à tout prix éviter que la nappe atteigne la côte, distante de 80 km seulement. BP tente une opération risquée, la pulvérisation de Corexit à grande échelle. Il s'agit d'un dispersant interdit en Europe depuis de longues années. Selon les chiffres officiels du service américain des gardes-côtes, 4 millions de litres de ce produit chimique sont répandus afin de fragmenter le pétrole en petites gouttelettes. Les nappes de pétrole rougeâtre devraient ainsi être décomposées plus facilement par des bactéries méthanotropes. Cette animation montre la façon dont le Corexit fractionne le pétrole. Les molécules deviennent solubles dans l'eau et coulent vers le fond. Elles ne sont dès lors plus visibles à la surface. Mais le pétrole n'a pas disparu pour autant. Il est même présent dans toute la colonne d'eau. Estimant que le dispersant est sans danger, BP décide d'aller un cran plus loin. 2,5 millions de litres de Corexit sont injectés directement dans le flux de pétrole, à 1500 mètres de profondeur. À ce stade, les premières mesures montrent déjà que les bactéries dévoreuses d'hydrocarbures n'ont pas eu l'effet escompté. Au contraire, un nuage de pétrole apparaît à 1200 mètres de profondeur, là où passent des courants profonds qui le font remonter vers la surface. Par le jeu naturel des courants, la pollution gagne d'autres mers de la planète. Il faudra sans doute des années pour évaluer l'impact de ces fines particules de pétrole sur la chaîne alimentaire. Les navires d'intervention doivent eux-mêmes être régulièrement nettoyés, car le Corexit dissout leur joint d'étanchéité, pourtant résistant à l'eau de mer. En 1989, on avait déjà utilisé du Corexit lors de la catastrophe de l'Exxon Valdez en Alaska. Depuis, la toxicologue Ricky Hott étudie ses effets. Le secteur pétrolier claironne que le pétrole va disparaître après avoir été miraculeusement dévoré par des bactéries. Celles-ci sont en réalité très efficaces pour dégrader les alcanes linéaires, c'est-à-dire ceux dont les atomes s'enchaînent comme les wagons d'un train. Mais dans le golfe du Mexique, il y a aussi des hydrocarbures aromatiques. Et les bactéries ne peuvent pas venir à bout de ces molécules rondes. Elles restent donc dans l'eau. Le Corexit 9527 est toxique pour l'homme à plusieurs titres. Il est nocif pour le sang parce qu'il détruit les globules rouges, mais il entraîne aussi des problèmes rénaux et hépatiques, et peut même provoquer la mort des fœtus dans le ventre de leur mère. C'est vraiment un produit chimique dangereux. La communauté scientifique sait que le pétrole est plus toxique dispersé qu'en nappe. On sait aussi que les dispersants combinés aux gouttelettes de pétrole sont plus toxiques que le pétrole tout seul. Le Corexit n'a qu'une utilité pour le secteur pétrolier. Il l'aide à mettre fin à un épisode désastreux pour son image, une marée noire qui ne cesse de s'étendre. Et à la place, il repousse le pétrole dans la colonne d'eau. Après 90 jours et quelques 780 millions de litres de pétrole déversés, on parvient enfin à colmater provisoirement la fuite le 15 juillet 2010. Il a fallu 3 tentatives pour réussir à poser la cloche géante chargée de stopper l'écoulement. Mais BP doute de l'efficacité du dispositif. Parallèlement, le groupe a donc commencé en mai à forer un puits secondaire. Au bout de 3 mois, ce forage atteint le réservoir de pétrole à 5000 mètres sous le plancher océanique. On y injecte alors un mélange spécial de pierre et de sable. Les bouts de forage contribuent à repousser le pétrole léger dans les profondeurs. Pour finir, du ciment est injecté pour sceller définitivement la fuite. Mais sur un trou de forage de plusieurs kilomètres de long, seuls les 200 derniers mètres sont cimentés. Les gisements secondaires situés plus haut ne sont pas colmatés. Or, le forage effectué à la hâte a provoqué des fissures un peu partout. Autrement dit, si de petites quantités de pétrole et de gaz continuent à remonter, personne ne le verra. D'ailleurs, les caméras de surveillance ont été déconnectées, puisque le puits est officiellement scellé. Le quotidien a repris son cours dans le golfe du Mexique. Le gouvernement américain compte bien continuer à exploiter le pétrole au large de ses côtes. Mais à quel prix ? La moitié des réserves du golfe du Mexique sont épuisées. L'autre moitié se compose d'une poignée de gisements géants qui ne seront plus des géants d'ici à 5 ans.
Parmi les 20 gisements en eau profonde de la zone, 2 seulement ont atteint le niveau de production attendu. En moyenne, les autres ont pu être exploités à 50% de la capacité espérée pendant 1 mois ou 2. Ce sont donc des échecs commerciaux. Si les sociétés pétrolières avaient su que la production serait aussi décevante, elles y auraient consacré un budget 3 fois moindre. Les esprits les plus brillants affirment que l'avenir est radieux, mais ils oublient un peu vite leurs propres erreurs d'appréciation. Spécialisé dans le financement des technologies de pointe, Matt Simmons est soucieux. À 1500 mètres de profondeur, s'il y a un problème, est-ce qu'on peut le résoudre? La réponse est non, et c'est ce qui m'inquiète. On part du principe qu'il va se régler tout seul. La tragédie que nous avons connue à Macondo montre bien que le pétrole est devenu très difficile à exploiter. Faute d'installations adaptées, le secteur court de grands risques. Cette catastrophe aurait pu toucher n'importe quelle société. Les images de la plateforme Deepwater Horizon ont choqué le monde entier. Vont-elles devenir monnaie courante à l'avenir? Washington a depuis renforcé la procédure d'autorisation des nouveaux forages à grande profondeur. Désormais, un dirigeant pourra être tenu personnellement responsable des dégâts causés par sa société. Mais combien de temps encore pourrons-nous nous permettre de traiter à la légère la question des ressources? Malgré l'extraction quotidienne de millions de litres de pétrole, il est par exemple troublant que les réserves des pays de l'OPEP restent officiellement stables. Il y a abondance de pétrole dans le sous-sol, en particulier dans le golfe Persique, où ce pétrole est accessible et bon marché. Il y en a suffisamment pour tenir jusqu'à la fin du siècle. Revenons quelques années en arrière. En 1988, l'Irak annonce du jour au lendemain un doublement de ses réserves à 100 milliards de barils. Abu Dhabi, l'Iran et l'Arabie Saoudite lui emboîtent le pas et font état d'une augmentation comparable. Il faut dire qu'en 1985, les pays de l'OPEP ont décidé d'indexer leur quota de production de pétrole sur les réserves qu'ils déclarent chaque année. Une invitation indirecte à la manipulation? On ne peut pas dire que tous les chiffres annoncés par l'OPEP soient exacts. Il faut les examiner au cas par cas. Si ces chiffres ont été gonflés à l'époque, cela signifie sans doute que nous surestimons aujourd'hui l'état des réserves connues au Moyen-Orient. Décidément, une époque semble bel et bien révolue. Pendant des années, nous nous sommes focalisés sur ce qu'on appelle le pétrole facile. Désormais, nos efforts doivent se concentrer sur le pétrole qui est plus difficile à extraire du sous-sol. C'est l'objet de nos recherches. Nous sommes dans l'état de l'Alberta, au Canada. La région détient la 2e réserve mondiale d'or noir, mais sous forme de sable bitumineux composé d'argile, d'eau et de 10 à 20% d'hydrocarbures lourds. La matière brute doit être fluidifiée dans des silos géants selon un procédé fortement consommateur d'énergie, au moyen d'énormes quantités d'eau chaude. Pour obtenir 1 tonne de pétrole, il faut ainsi 4 tonnes d'eau. Et le mélange doit ensuite être traité. Le recyclage de l'eau est en outre extrêmement coûteux et l'ensemble du processus a des effets désastreux sur l'environnement et l'écosystème. Les mines de sable bitumineux canadiennes s'étendent sur une zone grande comme 1/5 de la France. Seuls 20% des réserves peuvent toutefois être exploitées à ciel ouvert. On s'intéresse désormais aux dépôts enfouis plus profondément, autrefois inaccessibles. Les chercheurs étudient en laboratoire comment séparer le bitume du sable sans utiliser d'eau. Voici des échantillons de roches semblables à ceux que nous essayons d'extraire au Canada. Ils proviennent d'une expérience au cours de laquelle on a mesuré la température au moyen de ces fils très fins. On essaye d'améliorer les méthodes de récupération du pétrole et de voir comment on peut le fluidifier. Par exemple, en enfouissant dans le sol des milliers de réchauffeurs électriques extrêmement voraces en énergie qui chauffent le sable comme un grille-pain géant. Sous l'effet de la chaleur, le pétrole lourd se décompose et ces éléments légers les plus convoités remontent à la surface. Une installation test est en service, mais le procédé est encore trop onéreux par comparaison avec l'exploitation à ciel ouvert pour le mettre en œuvre à grande échelle. À l'avenir, l'exploitation des sables bitumineux ne devrait pas permettre de produire plus de 5 millions de barils de bitume par jour, une quantité relativement modeste. Les réserves de l'Alberta ne suffiront donc pas à répondre à la demande croissante d'énergie. La lutte pour le pétrole est depuis longtemps une réalité.
Dans 10 ans, en 2020, il faudra peut-être se contenter de 60 millions de barils par jour. Si on n'a pas un plan de rechange bien conçu, tenant compte des grands pays consommateurs, cela risque de nous mener à l'une des pires guerres de l'histoire. Et elle ne durera pas longtemps. Parce qu'on se détruira mutuellement. C'est pourquoi il est important de bien comprendre que le pétrole n'est pas un jeu, ni un moyen de gagner des milliards grâce à des cours qui explosent. C'est la question du XXIe siècle. Faut-il vraiment se préparer à la fin de l'ère du pétrole? Vladimir Koutcherov enseigne les technologies de l'énergie à l'Institut royal de technologie de Stockholm. Ce physicien expérimental russe coordonne une équipe internationale de chercheurs qui étudie le mode de formation du pétrole. Nous savons comment trouver de nouveaux gisements d'hydrocarbures dans le monde entier. La Russie est le deuxième pays producteur de pétrole dans le monde. Les 2/3 de ces gisements sont cependant en déclin. Le gisement de Romashkino, dans le quart ouest de la Russie, a longtemps été l'un des plus productifs du pays. Dans les années 80, pourtant, il semble se tarir à certains endroits. Puis en 1990, l'or noir se remet à couler à flot. Mais ce pétrole n'a plus la même densité ni la même consistance. À l'université d'État de Kazan, Irina Plotnikova analyse sa composition chimique. La signature isotopique de ce nouveau pétrole, c'est-à-dire l'analyse de ses atomes, révèle des particularités. Que s'est-il passé ? Il n'y a qu'une explication possible. Ce pétrole vient des profondeurs. Les grandes quantités de pétrole qui ont été extraites ne sont pas d'origine biologique. Les processus biologiques habituels ne semblent pas pouvoir expliquer le renouvellement rapide du stock de pétrole. Selon l'équipe de Vladimir Koutcherov, la matière première se régénère en permanence à une profondeur comprise entre 120 et 240 km dans le manteau supérieur de la Terre. Sous l'effet des températures et de la pression élevée, des molécules de carbone et d'hydrogène réagissent pour former des hydrocarbures. Si cette théorie est exacte, il reste à savoir à quel endroit ce pétrole remonterait à la surface. Sous ce grand gisement de pétrole, on voit que la croûte terrestre et le manteau supérieur sont fracturés. On dirait un canal très large. On voit qu'il mesure 100 à 150 km de diamètre. Romashkino se trouve au Tatarstan, à l'ouest de la chaîne de l'Oural. À cet endroit, le manteau est parcouru de failles profondes. D'un point de vue géologique, la région se distingue par un champ magnétique élevé et un sous-sol particulièrement chaud. C'est le chimiste russe Dimitri Mendeleïev qui a prétendu le premier au XIXe siècle que le pétrole se formait en continu dans les profondeurs de la Terre. Mais il ne disposait pas des moyens nécessaires pour prouver sa théorie dite du pétrole abiotique. Dans les années 1980, des forages sont réalisés à 7000 mètres de profondeur dans un sous-sol granitique. On y découvre des traces de pétrole, ce qui va à l'encontre des théories traditionnelles. Les recherches menées à des fins scientifiques sont interrompues en 2008. Malgré ces résultats, la thèse de l'origine abiotique du pétrole reste controversée. À Romashkino, une conférence réunit aujourd'hui des spécialistes sur le thème des réserves de pétrole qui se renouvellent à intervalles réguliers au lieu de s'épuiser. La question intrigue le directeur de recherche de la compagnie pétrolière russe, Tatneft. Nous nous trouvons au cœur du gisement géant de Romashkino. Actuellement, nous cherchons à détecter les canaux qui descendent dans les profondeurs. Les applications de la théorie du pétrole abiotique n'en sont qu'à leur début. Alors, le pétrole serait-il tout compte fait une ressource inépuisable ? Curieusement, aucune compagnie pétrolière occidentale ne s'intéresse à cette théorie. Si les thèses de Vladimir Koutcherov sont exactes,
les recherches de pétrole devraient se concentrer sur les zones atypiques d'un point de vue géologique, celles où l'on décèle des failles et des cassures sous la surface de la Terre. Mais les experts occidentaux considèrent cette théorie avec scepticisme, voire avec hostilité. Selon la science conventionnelle, le pétrole se forme à partir de substances biologiques, des plantes, des insectes et d'autres organismes vivants. Mais je me trompe peut-être. On a effectivement trouvé des traces de méthane. Il est donc fort possible que le méthane puisse se former d'une façon abiotique. Mais à ce jour, personne n'a été en mesure de prouver une surabondance de méthane. Et par ailleurs, si ces roches contenaient des hydrocarbures, il serait très, très difficile à extraire. La majorité des gisements de pétrole se trouvent dans des zones anciennement recouvertes par les mers, ce qui va dans le sens des théories traditionnelles. Mais il y a des exceptions. Au Vietnam, par exemple, on a trouvé de l'or noir dans un sous-sol granitique dur. Retour en Autriche. 7 mois se sont écoulés et la tête de forage creuse désormais à 6000 mètres de profondeur. Elle n'a encore rencontré ni gaz ni pétrole. Le responsable du forage recueille quelques échantillons pour le laboratoire. Chaque indice peut avoir son importance. Ces organismes unicellulaires fossilisés témoignent d'une vie biologique à une époque très ancienne. C'est une chance de trouver de si jolis microfossiles dans la poudre de roche. Mais prouvent-ils l'origine biologique du pétrole? Il existe des hydrocarbures abiotiques, comme le prouvent les observations d'une sonde spatiale. Il y a bien des mers d'hydrocarbures ailleurs, des planètes composées uniquement de mers d'hydrocarbures liquides. La NASA a effectivement découvert sur certains corps célestes des hydrocarbures simples. Or, sur Mars, ainsi que sur Titan, un satellite de Saturne, aucun processus biologique connu ne permet d'expliquer ces formations de méthane. Retour dans les profondeurs sous-marines pour poursuivre l'enquête. Les chercheurs de l'Institut des sciences marines de Kiel, en Allemagne, ont décelé une forte concentration de méthane aux endroits où les plaques tectoniques s'éloignent. Il est peu probable que des matières organiques aient pu s'accumuler pendant des millions d'années sous cette zone. Ceci prouverait donc que le méthane peut se former sans activité biologique. Malgré le scepticisme de leurs confrères occidentaux, les chercheurs russes pensent trouver de nouveaux gisements près des failles actives, comme en Amérique du Sud. Vladimir Koutcherov a noté sur ses cartes la présence des failles qui pourraient permettre au pétrole de remonter à la surface. Selon lui, c'est là que devraient se concentrer les recherches. L'emplacement de 90% des gisements de pétrole connus peut aussi être expliqué avec la théorie abiotique. L'équipe de Vladimir Koutcherov travaille à un logiciel qui permettra de détecter de nouvelles réserves. Dans cette région, on a découvert d'immenses gisements de gaz et de pétrole. Il y a beaucoup d'endroits où l'on pense trouver des réserves. Dans toute cette zone, on soupçonne la présence de gisements géants, jassistes géants, gaziers et pétroliers. Le pétrole viendrait-il des tréfonds de notre planète? Même si la théorie du pétrole abiotique est controversée, on peut se demander pourquoi l'industrie pétrolière ne s'y intéresse pas davantage, elle qui est si avide d'innovation. Concrètement, on ne travaille pas sur cette thèse. Mais c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'on pourrait chercher du pétrole partout sur la planète. Les tenants de cette théorie affirment que les gisements se régénèrent tout seuls. Si c'est le cas, les 200 plus grands gisements du monde n'ont pas eu de chance. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils se régénèrent. Ce n'est plus de l'optimisme, là. C'est du rêve. Est-ce que le pétrole est d'origine biologique ou est-ce qu'il est produit par la Terre? Ce qui voudrait dire qu'il y aurait davantage de pétrole disponible à l'avenir et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je ne sais pas quelle est la bonne théorie. Je n'ai pas l'expertise nécessaire qui me permettrait de trancher.
Il y a sans doute des hydrocarbures qui se forment de façon abiotique, mais on ignore s'ils sont exploitables commercialement. De plus, on n'a pas les outils permettant de savoir où il faudrait prospecter pour les trouver. Matière disponible de façon illimitée dans l'univers ou trésor d'origine organique bientôt épuisé? Le mystère persiste. Vladimir Koutcherov n'en est qu'au début de ses travaux et cherche des investisseurs pour mettre en pratique sa théorie. En attendant, notre mode de vie reste étroitement lié au pétrole. À ce jour, nous n'avons pas encore trouvé de solution de remplacement satisfaisante. La pénurie annoncée d'hydrocarbures ne profite qu'à l'industrie pétrolière qui prospère sur la hausse des prix. Un cercle infernal qu'il faudra briser un jour. Une chose est certaine, la découverte de nouveaux gisements sera l'un des grands défis du XXIe siècle.